Il a été abandonné dans une maison de retraite et trahi par ses enfants légitimes, mais quelques années plus tard, son fils adoptif a enseigné une leçon à tous. L'histoire suivante est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Alexandre, un monsieur de 63 ans, déambulait dans les couloirs du supermarché, remplissant son chariot avec les nécessités du mois. Les sacs oscillaient dans ses mains fatiguées alors qu'il retournait chez lui, plongé dans des réflexions mélancoliques sur son parcours. Les traits marquants d'Alexandre, maintenant plus évidents sous la lumière de l'après-midi, trahissaient les années de vie et les batailles auxquelles il avait fait face. Sa démarche lente contrastait avec l'agitation de la ville autour de lui, comme s'il portait non seulement les courses, mais aussi le poids d'une vie pleine de défis. En pénétrant dans son domicile, l'appartement silencieux témoignait de la solitude d'Alexandre. Les sacs reposaient sur le comptoir de la cuisine, tandis que son regard errait dans le salon. Il se demandait ce qu'il avait pu faire de mal pour que aucun de ses 3 fils, Pierre, Lucas et le petit Hugo, n'ait tendu la main, ne serait-ce que pour l'accompagner au marché. Les enfants, chacun avec des personnalités distinctes et incertaines, étaient des figures négligées, comme des ombres dans la vie d'Alexandre. Pierre, à 30 ans, Lucas, à 28 ans, et le petit Hugo, à peine âgé de 5 ans, faisaient partie d'un puzzle familial qui semblait avoir perdu quelques pièces au fil du temps. Les marques du passé étaient visibles sur le visage d'Alexandre, révélant la responsabilité qu'il avait prise lorsque sa femme était décédée en accouchant du cadet. L'absence de sa femme, une blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé, laissait Alexandre comme le seul pilier pour élever les enfants. Même sans richesses abondantes, il les avait nourris d'amour et de dévouement, jouant le rôle de pourvoyeur et investissant dans quelques propriétés à louer. Ce choix stratégique, malgré les défis, assurait non seulement sa propre subsistance, mais aussi celle des enfants même après leur majorité. Alexandre persistait à soutenir ses fils, malgré le manque évident d'intérêt de leur part pour le travail ou les études. Les préférences de Pierre, Lucas et Hugo penchaient davantage vers les fêtes, les sorties entre amis, les bars et les voyages que vers les responsabilités quotidiennes. Vivant sous le toit de leur père et profitant de ses revenus, les enfants maintenaient une attitude distante envers les tâches ménagères, les factures, voire même les courses. Incapable de conduire, Alexandre se retrouvait à marcher seul dans les rues à la recherche des provisions nécessaires. La situation devenait encore plus difficile les jours où il revenait du marché avec les sacs lourds. Malgré son âge avancé, les douleurs dans ses épaules et ses hanches rendèrent le trajet difficile pour Alexandre. Son visage, autrefois empreint de mélancolie, portait maintenant aussi les stigmates de la douleur physique. Un de ces jours, portant le poids des courses, Alexandre se retrouva en difficulté pour gérer les sacs. C'est à ce moment-là qu'Elio, un garçon de 15 ans vendant des bonbons dans la rue, remarqua la difficulté du monsieur et accourut vers lui. Avec une générosité qui contrastait avec l'indifférence de ses propres fils, Elio offrit son aide. « Vous avez besoin d'aide? Je peux porter quelques sacs si vous voulez. » Le geste spontané du jeune apporta un éclair de lumière dans la journée d'Alexandre, révélant que même au milieu de l'apathie familiale, la bonté et l'empathie pouvaient encore être trouvées dans les rencontres improbables de la vie urbaine. Le geste généreux d'Elio prit Alexandre par surprise et une vague de bonheur l'envahit en acceptant l'aide du jeune. À ce moment-là, la foi d'Alexandre en la bonté humaine fut renouvelée, réaffirmant sa conviction qu'il existait encore des gens bons dans le monde. Curieux de la vie du garçon, Alexandre s'enquit des raisons qui le poussaient à vendre des bonbons au lieu de profiter de son adolescence ou de se consacrer aux études. La réponse, entrelacée de défis et d'adversités, éclaira la réalité d'Elliot. Vivant dans une zone plus éloignée et précaire du même quartier, le jeune faisait face non seulement aux difficultés quotidiennes, mais aussi à des signes d'activité illégale dans la région. L'histoire d'Elliot s'est révélée être un drame terrible. Sa mère, sa seule base familiale, étant complètement prise par la toxicomanie et l'alcoolisme. Au milieu de ce sombre tableau, la femme était rarement à la maison et manifestait peu d'intérêt pour la vie de son fils depuis qu'il avait seulement 10 ans. Dans une tentative de devenir l'homme de la maison et de prendre soin de lui-même, Elio se tournait vers la vente de bonbons dans la rue et effectuait des travaux occasionnels. Bien qu'il ne fréquentât pas l'école,
Elio révélait une intelligence remarquable en se consacrant aux études à la maison, utilisant les manuels scolaires que des amis généreux partageaient avec lui. Après une journée épuisante de travail dans les rues, ils arrivèrent tous deux chez Alexandre. L'homme exprima sa gratitude, offrant quelques pièces au garçon, que Elio utilisa immédiatement pour acheter son repas du jour. Avec des adieux cordiaux, Alexandre entra chez lui. À l'intérieur du salon, il se retrouva face à ses 3 fils, dont les plaintes sur le retard ne tardèrent pas. « Pourquoi as-tu mis autant de temps? Nous attendons depuis plus de 2 heures, affamés, » protestèrent-ils. Alexandre, s'excusant, commença la routine familiale. Les enfants, impatients de manger, observèrent, tandis que le père organisait les courses et préparait le déjeuner, reprenant une apparence de normalité, bien que chargée de tensions non exprimées. Après quelques jours, les provisions arrivaient à nouveau à épuisement, et Alexandre se trouva une fois de plus confronté à la nécessité de retourner au marché. En chemin, pour sa joie, il rencontra Elliot, qui offrit immédiatement son aide, l'accompagnant dans la tâche. Entre les allées du marché, les conversations coulaient naturellement, et à chaque rencontre dans la rue, ils échangeaient des mots qui resserraient les liens entre eux. Ainsi, une véritable amitié commença à éclore. Ce lien s'est renforcé lorsqu'Alexandre a invité Elio à manger quelque chose chez lui. À partir de ce jour-là, le garçon devint une présence constante, et les après-midi s'étiraient en parties de dominos, en rires et en conversations amicales. Outre le divertissement, Elio devint un soutien précieux dans les tâches ménagères, contribuant à laver la vaisselle, à nettoyer le sol et même à préparer des repas. L'ambiance familiale gagnait une nouvelle dynamique, pleine de camaraderie et de solidarité. Durant ces moments partagés, des rêves ont été révélés. Alexandre, les yeux brillants, a évoqué son désir d'explorer différents endroits du monde, mais son engagement inébranlable envers ses fils l'empêchait de réaliser ce voyage. Entre rires et confidences, l'amitié entre Alexandre et Elio a non seulement offert des moments de légèreté, mais a également apporté une nouvelle perspective à la vie de l'homme qui, pendant si longtemps, a marché dans les couloirs de la solitude. Elliot a partagé son désir de réaliser quelque chose de significatif qui pourrait apporter de la joie et éclairer le chemin des gens. Pendant ce temps, les 3 rejetons peu reconnaissants d'Alexandre n'ont montré aucun intérêt, car c'était plus confortable pour eux. Ils se sont déchargés de toute responsabilité envers le vieil homme, confiant au jeune la charge de s'occuper d'Alexandre. Le temps qu'Elio a consacré à Monsieur Alexandre était tel qu'il préférait être là qu'à la maison avec sa mère. La génitrice échangeait à peine des mots avec lui, désintéressée par sa vie et indifférente à tout ce qui n'était pas lié à sa dépendance. Elle disparaissait fréquemment, laissant le jeune seul dans une zone dangereuse, sans donner de nouvelles ni fournir un soutien financier. Dans la peau d'Elio, il éprouvait une toile complexe d'émotions. Tandis que l'indifférence de sa mère l'enveloppait, la lumière dans les yeux d'Alexandre éclairait son chemin. Le visage du monsieur, marqué par le temps, était une carte d'expérience et de défis surmontés. En contraste, la mère, avec des yeux ternes et un visage fatigué, semblait perdue dans son propre labyrinthe de problèmes. Lorsque la mère disparaissait, Elio exprimait un mélange d'inquiétude et de frustration. Son regard, autrefois radieux, devenait obscurci par l'incertitude de sa localisation. L'anxiété se reflétait dans ses mains agitées, cherchant quelque chose pour occuper le vide laissé par l'absence maternelle. Au fil du temps, Elio et Monsieur Alexandre ont resserré leurs liens, construisant une connexion affective qui atténuait le sentiment d'abandon venant aussi bien des fils que de la mère. Le jeune homme a mûri, fréquentant encore davantage la maison du monsieur, la transformant pratiquement en son propre chez-soi. Il se levait tôt pour vendre des bonbons le matin, revenant pour le déjeuner et collaborant avec Alexandre dans la préparation des repas. Le jeune démontrait des compétences culinaires remarquables, devenant un véritable maître en cuisine. Même les 3 frères, malgré leur ingratitude et égoïsme évident, se rendaient au goût de ces plats, bien qu'ils préféraient éviter la vaisselle, puisque Elliot assumait cette tâche inlassablement. Au milieu des casseroles et des saveurs, Alexandre encourageait désormais l'adolescent, âgé d'environ 16 ans, à se concentrer davantage sur ses études que sur le travail. Le monsieur, avec son visage marqué par l'expérience, voyait le potentiel d'Elliot pour aller au-delà des ventes matinales. Les 3 frères, bien qu'ils se délectent des délicieux repas d'Elliot,
restait indifférent aux opportunités offertes par l'éducation. Alors que M. Alexandre encourageait l'adolescent à rêver plus grand, les frères, immergés dans leur propre complaisance, résistaient au changement. Chaque plat préparé par Elio racontait une histoire d'effort et de dépassement, contrastant avec l'apathie des frères face aux opportunités que la vie leur offrait. Rempli d'enthousiasme, le jeune homme a entamé sa première année de lycée. Avec le temps, la relation entre Elio et M. Alexandre a évolué vers une connexion qui transcendait les liens du sang, les transformant en un père et un fils plus que jamais. Un jour, dans un moment d'émotion, le garçon osa demander « Monsieur Alexandre, je voudrais vous demander quelque chose. » Relevant les yeux de son journal, le vieil homme regarde attentivement le jeune homme. « Dites, Elio, j'écoute. » Elio sent un frisson monter de sa gorge. Les mots semblent être gelés en lui. Même nerveux et anxieux quant à la réaction d'Alexandre, le garçon continue. « Accepteriez-vous d'être mon père ? Je sais que vous avez déjà 3 fils et que vous n'avez probablement pas de place pour un de plus, je comprends. Mais pourrais-je au moins imaginer que vous êtes mon père ? Même si ce n'était que dans mon imagination, ça me rendrait déjà heureux. C'est que je n'ai jamais eu de père, mais si j'en avais un, je voudrais qu'il soit comme vous. » Alexandre peine à croire aux paroles du jeune homme. Sans succès pour contenir ses émotions, il se lève et se dirige vers Elliot, enveloppant le jeune homme dans ses bras pour un étreinte ému. « Oh mon garçon, rien ne me rendrait plus honoré que d'être le père d'un homme comme toi. » Peu de mots sortent de la bouche de M. Alexandre. L'émotion les submerge tous les deux et pendant quelques minutes, seules les larmes peuvent exprimer leurs sentiments. L'expression d'affection entre eux était si intense qu'elle surpassait la relation avec les fils biologiques. Le lien affectif entre Elio et M. Alexandre est devenu une encre vitale pour les deux. Le jeune, plus qu'un simple assistant, était un véritable fils, comblant le vide laissé par l'absence des autres. Ensemble, ils partageaient non seulement les tâches quotidiennes telles que les courses et le nettoyage de la maison, mais aussi des moments de loisirs, regardant des films, jouant à des jeux et profitant de longues conversations. La solidarité entre eux atteignait des niveaux plus profonds lorsqu'il s'agissait de la santé de M. Alexandre. Depuis les visites à l'hôpital pour la physiothérapie, en raison des douleurs jusqu'aux conseils amoureux, lorsque Elio a commencé à s'intéresser à une fille à l'école, la présence du jeune homme était constante et réconfortante. La sagesse de M. Alexandre, sculptée par l'expérience, se manifestait dans des conseils sur la façon de traiter une femme et de la conquérir, tandis que le cœur généreux d'Elio absorbait chaque mot, se façonnant pour affronter les défis de la vie avec confiance et respect. Dans sa jeunesse, Alexandre avait également été un séducteur, et le lien entre lui et Elio débordait de joie. Cependant, les 3 ingrats, comme d'habitude, restaient indifférents à cette connexion et ne considéraient pas le jeune homme comme un type de frère. Leurs vies agitées ne leur permettaient guère de s'arrêter à la maison, et ils adressaient rarement la parole à Elio. Quelque temps plus tard, lorsque Elio atteignit l'âge de 17 ans et était sur le point de terminer le lycée, une assistante sociale rendit visite à la maison d'Alexandre où le jeune homme vivait. La nouvelle était douloureuse. La mère d'Elio était décédée d'une overdose. Bien que attristé, le jeune homme ne pouvait s'empêcher de souhaiter que les choses aient été différentes pour elle. Cependant, la réalité était qu'il n'avait pas visité sa vieille maison depuis plus d'1 an. La dernière fois qu'il y était allé, sa mère, complètement hors d'elle, l'avait chassé, marquant le début de cette période de distance et d'absence de contact. Elio s'assit pensif sur le canapé après le départ de l'assistante sociale. La solitude s'empara de lui, sans mère, frère et sans connaissance d'autres parents. C'était juste lui. Le jeune homme laissa les larmes couler et Alexandre tenta de le consoler. Cependant, outre la tristesse pour la perte de sa mère, une inquiétude planait dans l'esprit d'Elio, la possibilité d'être dirigé vers un foyer, car il n'avait pas encore atteint la majorité. L'idée de se séparer d'Alexandre, qu'il considérait déjà comme un vrai père, l'angoissait profondément. C'est alors qu'Alexandre, demandant un moment, se retira dans la chambre, laissant Elio quelque peu perplexe. À son retour, l'homme tenait une feuille de papier à la main et la montra au jeune homme, demandant avec émotion « Veux-tu être mon fils pour de vrai, jeune homme ?» Les paroles d'Alexandre résonnèrent dans la pièce. Elio prit le papier et le lut attentivement. C'était une demande de tutelle que M. Alexandre avait déposée pour officialiser légalement leur relation en tant que père et fils. La révélation émut profondément Elio,
qui se sentit reconnaissant. Le papier, bien plus qu'un document légal, était une preuve tangible de l'amour et de l'engagement d'Alexandre. Les larmes de tristesse se transformèrent en larmes de gratitude et d'acceptation. À ce moment-là, la salle fut le témoin non seulement de la formalisation d'une relation légale, mais aussi de la consolidation d'un lien affectif qui transcenderait tout papier signé. Le regard du jeune homme rencontra celui de l'homme, et en voyant ses yeux embués, Elio se livra aux larmes, cette fois-ci, de pur bonheur. « Bien sûr que je veux être ton fils, papa. Tu as toujours été un père pour moi, le seul que j'ai eu toute ma vie, » exprima Elliot, enveloppant son nouveau père dans une étreinte chaleureuse. L'émotion était palpable, et le jeune homme se sentait submergé par un bonheur indescriptible. Alors que la joie débordait chez Alexandre et Elliot, les trois fils biologiques ne partageaient pas la même satisfaction. Bien qu'ils prétendent être heureux de la présentation du nouveau frère par le père, en privé, la crainte de l'héritage émergeait. « Notre père a perdu la tête, il doit délirer s'il pense que ce gamin va avoir une part de nos biens », commenta Hugo. En chuchotant, Lucas ajouta « Je ne sais pas ce que nous allons faire, mais ce gamin ne peut pas partager l'héritage. Il n'est même pas un fils légitime, il ne peut avoir de droit. » Dans l'esprit de l'aîné, Pierre, une épiphanie s'éclaira. « J'ai une vision claire de ce que nous devons faire. Le moment est venu, et il n'y a pas de moment plus opportun. Mettons en place un plan, » déclara-t-il, partageant sa stratégie avec les deux autres complices. Les malheureux, sans perdre de temps, tentèrent immédiatement de placer le père dans une institution avant même de finaliser les démarches pour l'adoption d'Elio. Ils justifièrent que le père ne pouvait pas rester seul à la maison et que, en raison de leur journée de travail épuisante, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. Avec ruse, ils réussirent à manipuler les documents des propriétés du père, transférant tous les biens à leur propre nom. Ils mirent fin à toutes les propriétés, se partageant l'argent de la vente de tout. Dans l'atmosphère où les rideaux murmuraient les secrets de la pièce, Pierre dévoilait son plan machiavélique. Son expression, autrefois sereine, reflétait désormais la ruse de celui qui conçoit des stratégies trompeuses. Les deux complices, en entendant le plan, peinaient à contenir un sourire cynique, leurs yeux brillants à la perspective d'un enrichissement illicite. En tentant d'interner le père, les visages sans scrupules exprimaient l'impatience et le mépris, chuchotant des mots perfides pour justifier leur action néfaste. Leurs mains, agiles dans la manipulation de documents, planifiaient désormais d'usurper le patriarche de tous ceux qu'il possédait. Le visage du père, ignorant la trahison, exprimait la confiance, ignorant la tempête qui se formait autour de lui. Pour Elio, l'impuissance devenait une réalité cruelle, car il n'avait pas d'enregistrement légal en tant que fils. Aggravant la situation, il a été placé dans un foyer en raison de sa minorité. La conclusion approchait rapidement. Quelques mois plus tard, dans le silence de la maison de retraite, le visage du seigneur Alexandre était imprégné d'une mélancolie croissante. Incrédule face à l'audace de ses fils, il se demandait, plongé dans la tristesse, « Où ai-je mal fait ? Mon Dieu, que dois-je faire pour mériter cette fin ? Qu'est-il arrivé à mes enfants ?» se lamentait-il seul dans sa chambre. L'homme, enveloppé de désolation, se remémorait sa défunte épouse, ses larmes reflétant une douleur profonde. « Ma chère, si tu étais ici, peut-être que nos enfants n'auraient pas suivi ce chemin ingrat. Nous aurions pu les guider vers de meilleurs principes. Qui sait, aujourd'hui ils seraient peut-être des hommes vertueux. » Les souvenirs de la femme décédée se mêlaient aux larmes du père désemparé, tandis que l'incertitude du destin de son vrai fils planait dans l'air, comme une ombre constante. Quand l'une des infirmières annonça qu'il avait une visite, l'homme se questionna sur l'identité du visiteur. Ce ne serait certainement pas l'un des fils ingrats, ni même Elio, car le sort du jeune homme était un mystère depuis ce jour tumultueux. Pour sa joie, la visite était bel et bien Elio. Le jeune homme, qui avait désormais 18 ans et avait quitté le foyer, apparut avec une énergie renouvelée. Au cours des mois écoulés, il s'était consacré à ses études, achevant le lycée et, pour la surprise du père, découvrant l'endroit où se trouvait Alexandre dans la maison de retraite. Elio partageait une nouvelle excitante. « Papa, j'ai été accepté à l'université et j'ai obtenu une bourse pour subvenir à mes besoins. Je vais me consacrer au droit et travailler dur pour conquérir une maison et t'avoir à mes côtés. Je le promets, » déclara le jeune homme, les larmes brillant dans les yeux. L'étreinte entre le père et le fils fut chaleureuse.
pleine d'émotions contenues au fil du temps. Ils discutèrent joyeusement pendant un moment, échangeant des rires et des histoires. Finalement, Elio prit congé, prit un bus et partit pour la ville où il commencerait son parcours universitaire. Le paysage de la maison de retraite était imprégné de la promesse d'un avenir renouvelé, tandis que l'homme, observant le bus s'éloigner, portait en lui un mélange de fierté et d'espoir au cœur. En entrant à l'université, Elio se plongea corps et âme dans ses études. Malgré le soutien qu'il avait pour avancer, il ne ménagea pas ses efforts, travaillant chaque nuit comme serveur dans un restaurant. Son objectif était clair, économiser chaque centime possible pour tenir la promesse faite à son père. Malgré les appels de ses amis à se détendre un peu, Elio persista, affirmant qu'il avait une mission à accomplir. Nuit après nuit, il jongla entre les livres et les plateaux, déterminé à atteindre ses objectifs. En moins d'1 an, grâce à cet engagement infatigable, Elliot décrocha une bourse d'échange à Oxford, une institution renommée en Angleterre. Son séjour à Oxford fut marqué non seulement par des succès académiques, mais aussi par un voyage de découverte de soi. À 23 ans, Elliot obtint son diplôme, se spécialisant en droit de succession. Son succès non seulement valida sa promesse, mais ouvrit également des portes vers un avenir brillant, où la promesse de ramener son père près de lui se concrétisait de plus en plus. Tout juste sorti de l'université, Elliot rejoignit un grand cabinet d'avocats au Royaume-Uni et en peu de temps, remporta des causes importantes qui non seulement firent monter en flèche sa réputation d'avocat, mais lui assurèrent également une place éminente dans la société. L'ascension météorique d'Elliot ne s'arrêta pas là. En plus de devenir l'un des avocats les mieux rémunérés du cabinet, il construisit des fonds d'investissement solides pour l'avenir. À l'étonnant âge de 24 ans, Elliot jouissait déjà d'une richesse immense, résultat non seulement de ses compétences techniques, mais aussi de sa vision novatrice en faveur du droit. Déterminé à concrétiser sa mission, Elliot passa à l'action. Il acquiert une maison spacieuse, pleine de commodités et de confort. En retournant en France, il se dirige directement vers la maison de retraite pour récupérer son père. Le monsieur Alexandre était sur le point de célébrer une autre année dans ses installations. Le vieil homme portait avec lui une mélancolie palpable. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'on l'avait visité. Seuls 3 enfants, au tempérament difficile, ne l'avaient pas vu depuis le jour où il l'avait laissé là, et Elliot, le fils aimé, malgré les appels constants, ne l'avait pas vu depuis si longues années. Alexandre gardait vivante dans sa mémoire la promesse que son fils avait faite la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, la promesse d'être un jour secouru. Cependant, à ce moment-là, il imaginait que Elliot aurait déjà terminé ses études, construit sa propre famille, peut-être sans place pour un vieil homme sur son chemin. Année après année, Alexandre versait des larmes solitaires, perdant progressivement espoir. Le jour tant attendu arriva, son anniversaire. Les infirmières, comme d'habitude, préparèrent un modeste gâteau pour célébrer l'occasion. Elles entrèrent dans la salle en chantant les joyeux anniversaires, et suivant le protocole, Alexandre sourit et manifesta de la joie, même si la tristesse persistait en lui. Un autre anniversaire se déroulait au milieu de la solitude, une répétition mélancolique à laquelle Alexandre était déjà habitué. La routine fut interrompue quand une infirmière annonça « Cette année, nous avons un cadeau spécial pour Monsieur Alexandre. » Intrigué, le vieil homme se demanda quelle était la nature de ce cadeau inattendu. Et soudain, la surprise se révéla. Elliot entra dans la salle, laissant Alexandre absolument perplexe. Ses yeux ne pouvaient pas croire en la présence de son fils adulte, élégamment vêtu et avec un sourire lumineux. Quand les paroles d'Elliot atteignirent ses oreilles, « Papa, je suis venu te chercher », Alexandre ne put contenir les larmes. Dans un geste plein d'émotion, Elliot avança et étreignit tendrement son père, créant un moment touchant où les larmes coulaient librement. Émotionnellement chargé, le jeune homme présenta un document officialisant sa relation en tant que fils légitime d'Alexandre, récupérant les anciens papiers qui avaient été signés lors de la formalisation de la demande d'adoption. La maison de retraite, qui avait été pendant si longtemps le témoin silencieux de la solitude d'Alexandre, se transforma soudainement en un lieu de retrouvailles et de joie partagée. Les larmes coulaient sur le visage du vieil homme, et père et fils se sont à nouveau étreints dans une étreinte émotionnelle. La salle était imprégnée d'une émotion palpable, et Elliot,
avec une lueur dans les yeux, a annoncé sa décision de ramener son père à la maison. Il a exhibé 2 billets d'avion à destination de Londres, révélant « Maintenant, tu pourras réaliser ton rêve, explorer le monde, papa, et je serai toujours avec toi. » L'annonce d'Elio a été accueillie par des applaudissements enthousiastes de tous dans la salle, témoignant de la scène émouvante de retrouvailles familiales. Père et fils sont partis, entamant un voyage qui marquerait le début d'une vie inséparable. Au fil des ans, Elio a emmené son père dans divers voyages, explorant de nouveaux horizons chaque année, tout en réalisant son rêve d'impact positif sur la vie des gens. Dans ses prières, le Seigneur Alexandre exprimait sa gratitude envers Dieu pour le jour où il a trouvé ce garçon dans la rue, le transformant en son fils. Il a été témoin du mariage d'Elio et de la construction de sa propre famille, avec 4 enfants. Depuis les retrouvailles, Alexandre se sentait comme l'homme le plus heureux du monde. Sa vie n'a jamais été la même, et Elliot, dévoué, s'est occupé de lui jusqu'au dernier souffle, concluant son histoire avec une touche d'amour et de gratitude éternelle.